Bienvenue en Corse, bienvenue à Calvi dans une ambiance mi-maritime, mi-ferroviaire. Ambiance maritime parce que vous le voyez derrière moi, nous sommes quasiment sur les quais du port de Calvi avec la baie, les bateaux, et puis derrière moi, la citadelle. Mais ambiance ferroviaire, et c'est un peu le charme de ce pays parce que à quelques dizaines de mètres du port, eh bien là, il y a la gare de Calvi, les quais de la gare, le terminus de la ligne Bastia-Calvi. Vous l'avez compris, ce numéro exceptionnel est consacré au chemin de fer corse. Alors, ça prête souvent à sourire quand on parle des chemins de fer corse. Ça évoque nos petits trains de campagne, les petits trains départementaux. Disons que les chemins de fer corse ont connu pas mal de mésaventures. Allez, ils ont même failli disparaître si ça avait été la volonté du peuple corse de le maintenir. Depuis 1983, ces chemins de fer sont gérés, exploités par la SNCF. Et cette fois-ci, il y a un très gros programme d'investissement pour moderniser, disons, ça va être la deuxième jeunesse des chemins de fer corse. Renouvellement des voies, nouveau matériel, on ira le voir tout à l'heure, et puis également nouveau système de gestion, de signalisation. Bref, on entre dans le 21e siècle, et vous allez voir, pour la première fois, l'ordinateur fait son apparition sur les chemins de fer corse. Tout un poème. Donc, un numéro consacré aux chemins de fer corse. Et quand on parle des chemins de fer corse, ce sont des paysages magnifiques qui sont traversés. Et peut-être la plus belle ligne des chemins de fer corse, outre celle qui est à l'intérieur, c'est celle qui longe la côte. On l'appelle, allez, le train des plages. Vous allez voir, il roule dans le sable à travers la Pinède. Et le train des plages, c'est la portion de la ligne qui va de Calvi jusqu'à l'île Rousse. Alors, en voiture, s'il vous plaît, et derrière la caméra, il y a Denise. Bonjour. Tiens. Joël Pierre. Oui. Vous êtes pas en cheville avec lui, c'est ça? Pierre Joël, comme vous voulez, ça dépend. Parce qu'il est bien luné, c'est Pierre Joël. Il y a des agents sur la voie. À lui, filmez à lui. Ah, il faut le dire, on va plus vous... Ah, attendez, oh, là je vous berce. Hein. Je regarde mon solaire, alors c'est marche, je le renvoie, je fais changer le tour, je vais tomber sur un portable, elle a payé, elle a fait une ouverture de nuit et tout, effectué, on va changer. Et voilà. Allez, ceux qui vont sur Bastia, Corte et Ajaccio, c'est le bus en face. En Corse, on ne fait jamais les choses comme partout ailleurs. Tenez, en Corse, l'administration centrale, les PTT, l'éducation nationale, la police, la gendarmerie, l'administration, les impôts, se trouvent à l'ouest, à Ajaccio. Mais le chemin de fer, lui, se trouve à l'est, il se trouve ici, à Bastia. Bastia, c'est l'administration, la direction des chemins de fer corse. Alors pourquoi, direz-vous? C'est pas un hasard. Parce que finalement, quand on regarde bien la position de la Corse, quand vous voulez construire un chemin de fer, et on remonte en arrière en 1878,
eh bien, il fallait amener du matériel, beaucoup de matériel, des hommes, il fallait amener des locomotives, des traverses, on prenait le bois sur place, mais il fallait des rails, etc. Ben, il fallait des bateaux, et le port qui était face à Marseille et face à l'Italie, c'était Bastia. Donc voilà pourquoi on se retrouve ici, à Bastia, pour vous raconter l'histoire des chemins de fer corse. Alors c'est une histoire qui remonte à 1878. Vous me direz, bon, 1878, c'est un peu tard dans l'histoire des chemins de fer. Mais oui, la première ligne de chemin de fer en Corse, je vous le rappelle, en France, pardon, c'est Saint-Étienne-Andrézieux. C'est 1828-1830. Et oui, la Corse a mis beaucoup de temps à s'intéresser au chemin de fer. Et ce pour deux raisons essentielles. La première, une raison politique, c'est assez compliqué ici. Et puis la deuxième, une raison, je dirais, économique. Ben oui, quand on regarde l'île, on s'aperçoit qu'il faut... Ben oui, ben voilà, c'est un gros tas de cailloux. Il faut gravir des pentes, on monte, on descend. Il y a des ponts, des viaducs, des tunnels, des courbes, des contre-courbes, bref. Eh bien, on a fait un chemin de fer. Il était indispensable, c'est-à-dire qu'on passait de la mule au chemin de fer. Dans le déplacement, il n'y avait pas d'automobile, en 1878. Eh bien, on a fait un petit chemin de fer minimaliste, c'est-à-dire un petit chemin de fer métrique pour diminuer la taille des tunnels, des ponts, des viaducs et la taille du matériel. Mais qui dit chemin de fer minimaliste dit manque de moyens et malheureusement, les chemins de fer corse l'ont payé lourdement tout au long de leur carrière. Donc on revient, 1878, eh bien pendant 20 ans, on a fait ici un travail colossal. Et le réseau corse, finalement, il avait au début la forme d'un H. Point de départ, c'est toujours Bastia. Une ligne qui longeait, un peu plus tard, qui longeait la mer et qui allait jusqu'à Porto Vecchio. La deuxième ligne, le grand axe en diagonale, qui est Bastia-Ajaccio, avec un embranchement à Ponte Deleccia vers la partie, disons, ouest de l'île, c'est-à-dire la Balagne, c'est-à-dire la ligne qui va jusqu'à Calvi, qui est peut-être pour moi la plus belle. Voilà donc la structure en H. Et puis, il y a eu la guerre, les bombardements, 43, des destructions qui font que, hélas, on a abandonné la ligne qui longe la Méditerranée à l'est, c'est-à-dire vers Ponto Vecchio, et il ne reste plus donc deux lignes, Bastia, Ajaccio, et puis Bastia via Ponte Deleccia vers Calvi. Nous allons donc les parcourir. Mais au préalable, nous allons faire une petite escale. Nous allons prendre donc cet autorail, le Soulé, qui fait partie du paysage corse. Nous allons, vous allez voir, dès que l'on va quitter la gare de Bastia, on franchit un tunnel, on passe sur la ville, on est dans la banlieue, et pourquoi pas, on pourrait faire un véritable RER, d'ailleurs, c'est peut-être dans l'avenir des chemins de fer corse, et puis on va arriver à 22-25 km de là, dans une petite ville qui n'a pas grand intérêt, qui est le terminus banlieue, mais c'est là que se trouvent les ateliers. Et dans les ateliers, vous allez le voir, il y a de véritables merveilles. Retour à Bastia, tête de réseau chemin de fer corse, mais pas dans le bâtiment voyageur, on ira tout à l'heure. Mais là, on est plutôt dans la partie technique, dans la partie l'atelier, la préparation des rames. Alors, juste un tout petit coup d'œil, vous avez là sous les yeux ce qui fait la force et la faiblesse des chemins de fer corse, c'est-à-dire le côté hétéroclite du matériel, parce que vous avez les antiques billards parmi les premiers autorails, 1937. Et puis là, regardez, je voudrais dire une production locale construite par les cheminots corses, espèce de locotracteur hétéroclite. Vous voyez, là, il y a une caisse assez amusante. Vous voyez la forme? Les hublots, ça vous rappelle quelque chose? Ben, on l'a baptisé le sous-marin. Et puis quand vous regardez la motorisation, vous voyez les bogies, ben c'est de la récupération avec des bogies des autorails billards.
Tout ceci pour vous dire, et vous l'avez bien compris, que ce DVD est consacré au chemin de fer corse, et puis surtout à leur évolution. Donc dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, chemin de fer corse, bien entendu. 4 bonus. Premier bonus, le matériel. Dans ce DVD, vous allez voir que les chemins de fer corse sont en pleine mutation. Et notamment avec la mise en service, l'apparition de nouveaux matériels. Alors là, c'est une véritable révolution. Quand vous voyez le sous-marin et que vous allez voir l'AMG 800, ben vous serez étonné. Autrement dit, ce sont AMG, ça veut dire A, autorail, M, métrique, puisque ce sont des voies métriques, et G comme grand confort. C'est tout autre chose. C'est confortable, c'est silencieux. Il y a la climatisation et c'est ultra puissant, puisqu'il y a 800 kW, autrement dit 1200 chevaux. Le deuxième bonus, allez, on va quitter la Corse, on va faire une petite escapade pour vous montrer ce que sont des chemins de fer métriques solidement exploités. Mais là, à la mode américaine, c'est le Durango, autrement dit un chemin de fer touristique qui a permis à une ville comme Durango, qui se trouve au pied des Rocheuses, de survivre. C'était un chemin de fer minier qui faisait Durango Silverstone dans la montagne. Silverstone, c'est-à-dire la mine d'argent. Une fois que la mine a été fermée, le train était mort. Une association l'a sauvé et en même temps a sauvé la ville de Rongo. Et croyez-moi, ça grimpe dans la montagne, ce sont des machines 140, mais c'est à pleine vapeur. Troisième bonus, le Cévenol. Et oui, en 1979, la SNCF a un peu innové et a mis en service un Paris-Marseille, mais passant par les Cévennes. Magnifique circuit touristique avec, à bord, ben, vous allez voir une ambiance, disons, allez, très dansante. Enfin, quatrième bonus, un homme à métier. Vous savez qu'on aime les gens passionnés par le chemin de fer. D'ailleurs, de toute façon, quand on est en Corse et qu'on s'occupe des chemins de fer corse, on ne peut être soi-même que passionné et avoir les tripes au ventre. Eh bien, c'est Gilles Balera. Ouais, c'est parce que je filme les gens qui s'en vont et avec... Là, tout... Casamova, on est à peu près à 22-25 km au sud de Bastia. C'est une gare de passage en direction, vous voyez, d'Ajaccio, ici, avec l'autorail. Mais en fait, c'est là que se trouve ce que j'appelle le dépôt, l'atelier, les ateliers d'entretien. Et surtout, avant de visiter l'atelier d'entretien, qui est très intéressant, vous allez voir que les gars ne reculent devant rien, vous allez découvrir un peu l'historique du matériel des chemins de fer corse. Parce qu'ici, eh bien, tout est réuni. Ça, c'est la génération actuelle. Mais regardez bien là-bas au fond. Vous voyez là-bas, on va aller le voir. Ça, c'est 1937. Les premiers autorails billards qui ont succédé, remplacé la traction à vapeur. Donc, 1937, les fameux autorails billards. Les autorails très légers, 150 chevaux. 8 exemplaires qui peu à peu eh bien, ont pris le pas sur la traction à vapeur. Pourquoi? Parce que la traction à vapeur était la grande reine depuis le début des chemins de fer corse. Juste un petit détail, vous voyez, regardez, il a refait un neuf. En fait, plutôt, cet autorail billard a été transformé en remorque, mais pas n'importe quelle remorque, c'est ce qu'on appelle une remorque pilote. Autrement dit,
poussée par un autorail, elle va devenir une voiture pilote, puisque ici il va y avoir un poste de conduite. On fonctionne en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle des rames réversibles, et ça évite au conducteur d'être à côté du moteur avec le bruit et puis la chaleur quand le cagnard donne. Donc revenons un petit peu en arrière, au début des chemins de fer corse, c'est bien sûr le règne de la vapeur, on ne savait pas faire autre chose. Mais vous imaginez bien qu'avec des rampes de 30 pour 1000, des courbes, des contre-courbes de 100 mètres, parfois 50 mètres de rayon, les pauvres machines souffraient terriblement. C'était les 0,50 pour tirer les lourds trains de marchandises, et puis les fameuses machines articulées, les fameuses Malais, dont malheureusement aucune n'a survécu. Malais que l'on trouve encore en France sur le Vivarais. Ben, avec la Deuxième Guerre mondiale, fin de la vapeur, exit la vapeur, vive le diesel, vive les autorails. Donc après les billards, 10 ans plus tard, 1947, nouvelle génération des autorails, plus puissants, plus modernes, les fameux Renault ABH, que Toussaint, spécialement pour nous, nous a sortis de l'atelier. Les ABH, c'est en quelque sorte le fameux VH de la régie Renault, mais version voie métrique, c'est-à-dire beaucoup plus léger. Finalement, des engins extrêmement puissants pour l'époque, et surtout très robustes. Des engins qui sont toujours en service, mais sur une petite portion du réseau, c'est ce qu'on appelle le train des plages, qui va de Calvi à l'Île-Rousse, que l'on verra à la fin de cette émission. Après, disons grosso modo, ça c'était 1947, donc vous voyez les VH de la régie Renault. Nouvelle génération, cette fois-ci c'est du matériel qu'on appelle les CFD, nouveaux constructeurs, avec des moteurs MAN sous le plancher, c'est les X2000. 1980, une nouvelle génération d'autorail des CFD, les X5000. Et puis, vous voyez, quasiment tous les 10 ans, encore une nouvelle génération, vous l'avez là derrière moi, c'est ce qu'on appelle les Soulés. Soulés du nom du constructeur à Bagnères de Bigorre. Et là encore, nouvelle génération de matériel, nouvelle motorisation et bien entendu, nouveaux problèmes d'entretien et de maintenance. Ce sont les X90-7000 qui assurent le plus gros du trafic, surtout entre Bastia et Ajaccio. Vous imaginez bien qu'avec un parc aussi disparate et parfois très vieux, eh bien cela pose de gros problèmes de maintenance. Et la maintenance, c'est capital pour le fonctionnement d'un réseau. Et vous allez le voir, quand on visite cet atelier ici, eh bien on est agréablement surpris. Mais ce qu'il y a peut-être de plus étonnant avec les chemins de fer corse, c'est la technicité et le professionnalisme de la maintenance. La maintenance, c'est la clé du matériel. Attendez, je suis dans le hall de maintenance, et vous allez voir, on n'a peur de rien. Attendez, ça c'est rien. Bah, c'est pas petit, mais ça, c'est les arbres de roue, la transmission. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un pont arrière sur un camion. Vous voyez la taille des pièces. Tenez, venez voir. On n'hésite pas, eh bien, à reprofiler les roues, hein, les essieux. Pour ça, voilà, vous voyez, là, il y a un tour. Un grand tour de professionnel. Plus loin, il y a une presse. Il y a une presse qui permet d'emmancher à force, vous voyez, la roue sur l'axe. Et ça, il y en a bien peu qui savent le faire. C'est le savoir-faire de la SNCF, c'est les gens de la SNCF qui viennent ici. Mais c'est pas tout. Suivez-moi, venez voir la mécanique, c'est là-bas. Ben là au fond de l'atelier, on refait les moteurs. Tenez, il y en a un, c'est celui qui est couché sous le châssis de l'autorail, vous voyez. C'est un banc d'essai. Ben oui, on le remonte et puis on le fait tourner au banc d'essai. Exactement ce qui se passe avec les voitures. Tenez, voilà un moteur qui est refait, qui est tout neuf. On repart, on fait, voilà ça vous reconnaissez, là on a bouché. Et là c'est, attendez, vous voyez, on a refait les cylindres, les pistons. Et puis pour vous montrer la taille des pistons, c'est pas du petit matériel. Hein. Sur vos voitures, les pistons c'est, allez, 8 cm, vous voyez la taille, les bielles. On est à l'ancienne, la régule des bielles. Enfin bref, ici, on n'a peur de rien.
c'est un chemin de fer qui a toujours été livré un peu à lui-même, et les gens, nos anciens se sont toujours débrouillés. Hein. Donc il fallait faire rouler les trains avec peu de moyens que nous avions. Et ensuite, avec la venue de la SNCF, on a commencé à avoir un concours technique et ce sont des gens qui nous aident beaucoup. Donc le chemin de fer ne peut faire que progresser. Ici, si vous voulez, nous n'avons pas de matériel unifié, nous avons une variété de matériel. On a les séries d'autorail X2000, CFD, on a les 5000 CFD, on a les soulets, on a les locotracteurs et on aura le nouveau matériel. Donc au niveau approvisionnement de pièces, c'est assez complexe. Il faut avoir un petit stock et c'est difficile à gérer parce qu'on est loin, les délais sont très longs. Et c'est ça qui nous perturbe un peu. Il faut essayer de jongler. On sent que maintenant, on voit, comme on dirait, le bout du tunnel. Hein. Et surtout grâce à la venue de la SNCF, parce qu'au niveau technique, ce sont les premiers. Hein. Voilà. Nous allons quitter à regret ces ateliers, parce que tout de même, avouez que c'est bien sympathique de voir des gens qui ont la foi, qui aiment leur métier, qui font du très beau boulot. Et puis nous allons reprendre les bons vieux Soulets. Et cette fois-ci, bien pour faire la ligne royale, principale, la ligne napoléonienne, c'est-à-dire que l'on va faire Bastia-Ajaccio. Et là, je vous fais ce dessin. Pour aller de Bastia à Ajaccio, eh bien oui, on va passer de part et d'autre de la Corse. Il y a la mer de chaque côté, mais entre les deux, il y a la montagne. Et c'est-à-dire qu'il va falloir grimper jusqu'à un col, 900 mètres d'altitude. Là, on a percé un tunnel de près de 4 km de long. C'est tout de même étonnant. Et surtout, vous allez voir, la végétation va changer. On va quitter la végétation méditerranéenne. D'ailleurs, là, actuellement, vous voyez, il fait 32 degrés ici à Bastia. Et on va monter à 900 mètres d'altitude, en rampe de 30 pour 1000. Là, les petits moteurs Peugeot vont donner toute leur puissance. Et puis après, on va dévaler sur Ajaccio. Et puis quand on va arriver au col, et bien là, ça va être les châtaigniers, on est dans un autre climat, dans quelque chose de plus agréable, de plus humide, où vous verrez, il y a beaucoup de touristes et surtout de randonneurs. Alors juste un petit détail, les images que vous allez voir sont celles de Nice-de-Lay. On a eu beaucoup de difficultés, il faut bien le reconnaître. En Corse, on ne fait pas les choses comme sur le continent. On est pourtant en France, paraît-il. Nous étions dans la cabine du TGV, nous avons eu le droit de tourner, vous avez pu voir les images. Hélas, quand on est en Corse, eh bien, on n'a pas le droit de tourner dans la cabine pour des raisons de sécurité. Nous avons roulé à près de 600 à l'heure, là on roule à 40 à l'heure. Mais c'est ainsi, mais tout de même, allez, belle promenade. On quitte la gare de Bastia dans une rame classique double Soulé de 480 chevaux. On passe sous la ville dans un tunnel. Au kilomètre 21, on quitte la banlieue de Bastia à la gare de Casamosa. Sur la gauche, les ateliers d'entretien. Et c'est le départ. Un petit pont métallique, et la voie tourne le dos à la plaine et entre dans la vallée du Golo, où le rail va jouer à cache-cache avec le torrent à coups de viaduc. Kilomètre 26, le viaduc de Punelli. Puis c'est le viaduc d'Albano. Enfin, le viaduc de Muzzelli, avant l'arrivée à Ponte d'Eleccia. Ici, la voie forme un Y. Une branche va vers l'ouest, l'île Rousse, Calvi. Nous n'avons pas pu l'emprunter en raison d'importants travaux de renouvellement des voies. L'autre branche file vers le sud-ouest, en direction d'Ajaccio. Ponte d'Eleccia, c'est la gare de correspondance très animée, avec son buffet, et partout les vestiges de la traction à vapeur. Après un tracé en plaine parcouru à 70 km/h, un record pour la Soulé, et ce sont les premières rampes à 20 pour 1000 sur les contreforts du massif du Pontecine. La suite, ce ne sont que courbes contre courbes, défilés, tunnels, viaducs, comme celui de Monte Polino, où la voie s'enroule littéralement autour d'un pic. À l'horizon, à flanc de montagne, perchés des villages dont le chemin de fer a été le seul lien avec la côte. Le tunnel de Sante Chinico de 500 mètres de long
marque la descente vers Corté à 396 mètres d'altitude. Nous avons parcouru 73 km depuis Bastia. Hélas, la gare n'est pas à la hauteur de la cité dominée par sa magnifique citadelle. Et c'est reparti pour une escalade de 33 km qui va nous conduire au point culminant de la ligne à 906 mètres d'altitude. Que doit-on le plus admirer? Le paysage magnifique, sauvage, la végétation méditerranéenne, les massifs de calcaire découpés à la hache, ou le génie des hommes qui ont construit en seulement 3 années, à coups de pelles, de pioches, de baramines et de dynamite, et à dos de mulet, cette magnifique ligne de chemin de fer. Nous arrivons à Venaccio au kilomètre 85. Cette gare est située à mi-parcours entre Bastia et Ajaccio, et de fait, c'est là que s'effectue le croisement 4 fois par jour des rames montantes et descendantes, des rames parties à chaque bout de la ligne à la même heure. Comme quoi, c'est encore le chemin de fer de grand-papa. La voie est ensuite posée en corniche à flanc de montagne, ce qui a nécessité la construction d'une multitude de petits viaducs et de tunnels. Et là, les ingénieurs ont rivalisé d'ingéniosité. Le clou étant le viaduc de Vecchio, de 140 mètres de long, 94 mètres de haut, dû au génie de Eiffel. Et pour gagner de la hauteur, et ne pas dépasser les rampes de 30 pour 1000, on a fait effectuer à la voie des boucles, dont la plus célèbre est celle de Vivario, qui fait gagner 132 mètres en quelques kilomètres. À la gare de Vivario, d'un coup d'œil, on mesure les 2 branches de la boucle, séparées par ces 130 mètres. Encore 300 mètres de dénivelé à gravir, une dernière grande boucle, dominée par le Monte d'Oro à 2400 mètres d'altitude. La végétation change, devient plus alpestre. Et 20 minutes plus tard, c'est le point culminant de la ligne, le charmante petite gare de Visadvone à 906 mètres d'altitude. Une gare jouet que ne renierait pas Clive Lemming. Une gare avec son buffet, son épicerie, sa buvette. Et c'est surtout le point de départ des randonneurs. On a parcouru 106 km depuis Bastia. Il en reste encore 50 pour retrouver la mer à Ajaccio. Nous sommes dans la vallée de la Gravonne, beaucoup plus large, plus souriante. Les pins ont cédé la place aux châtaigniers. Point de vue inoubliable, le pont du voile de la Mariée, du nom de la cascade. Et c'est l'arrivée dans la plaine d'Ajaccio. La traversée de la ville en longeant la baie. Enfin, kilomètre 158, la gare d'Ajaccio, la gare de la cité de Bonaparte, une gare qui demanderait tout de même à être modernisée. Gare d'Ajaccio, 8 h du matin, le soleil commence à donner, il commence à faire chaud. Et sur le quai numéro 2, ici, sur la gare d'Ajaccio, le présent côtoie le futur. Le présent, ce sont les rames sous, les classiques que vous connaissez. Et le futur, eh bien, il est là. Il est plutôt à l'essai. Une nouvelle race d'engin, quelque chose, disons, de fondamentalement nouveau, beaucoup plus puissant, surtout beaucoup plus confortable. Et puis, avec un beau design, une vision panoramique. C'est une rame d'essai. C'est le nouvel autorail, l'AMG. Autorail métrique à grand confort, enfin un grand confort sur les chemins de fer corse. Nous allons effectuer en avant-première un parcours d'essai. Mais regardez bien, dans une rame d'essai, il y a des ingénieurs, des techniciens, il y a des capteurs, il y a l'électronique partout. Il y a des passagers. Regardez. Et voilà les passagers. Ce sont des bidons d'eau. C'est aller du parc du
80. Combien de temps de cette période d'essai? Durant combien de temps? Donc là, actuellement, on en est à 1 an et bon, on peut penser qu'il y a encore au moins 2 mois d'essai. Parce que jusqu'à maintenant, on a fait des essais, quelques modifications, des mises au point qui ont dû être faites suite à ces premiers résultats d'essai. Et puis maintenant, on fait des essais officiels qui serviront à faire les rapports pour la transmission aux autorités, pour valider la mise en fonctionnement du véhicule. Ce programme de modernisation qu'on a lancé, donc dans la partie la plus visible, c'est les nouveaux autorails, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Une modernisation d'un réseau ferroviaire, c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on devine, c'est le renouvellement des voies, du ballast, c'est le réaménagement des quais, et puis aussi un énorme challenge, c'est la modernisation du système d'exploitation. L'ensemble du programme de modernisation tel qu'il est aujourd'hui à périmètre constant, c'est-à-dire sans augmentation des longueurs de ligne, c'est 300 millions d'euros. Qui paye? Qui paye? C'est un programme qui est cofinancé essentiellement par l'État dans le cadre du plan exceptionnel d'investissement. C'est également en partie les fonds européens, FEDER, qui viennent en complément, en particulier sur les autorails et sur le système de circulation automatique. Financement, la région finance en part propre à peu près 40% d'investissement. S'il n'y avait pas eu cet effort, parce que c'est énorme, ce coup-ci, on booste les chemins de fer corse, ils étaient condamnés à mort. C'était quitte ou double. C'était quitte ou double, ils étaient condamnés à mort et c'est pour ça qu'au terme de modernisation, on préfère maintenant le terme de reconstruction. Parce qu'en fait, on reconstruit un outil comme il l'était à sa mise en service, bon, avec des techniques un peu plus modernes, bien sûr, mais finalement, c'est plus une reconstruction complète de l'outil qu'une modernisation. Les deux vont de pair. L'avenir, c'est donc le nouveau matériel. L'avenir également, on l'a vu, c'est le renouvellement presque de la totalité de toutes les voies. L'avenir également, c'est l'infrastructure, c'est la sécurité, c'est la signalisation, ce sont les commandes d'aiguillage. Alors regardez bien, en avant-première, regardez ce qui se passe ici. Pour la première fois, l'ordinateur fait son apparition au chemin de fer corse. Joël, c'est une véritable révolution qui est en train de se passer. Oui, c'est une véritable révolution, puisque d'ici peu, nous allons commander une section de voie unique entre Bastia et Casamotz à l'aide d'une commande centralisée de voie unique. Actuellement, la sécurité repose uniquement sur l'homme, c'est-à-dire que ce sont l'application de procédures par l'homme, procédures de sécurité. La sécurité est uniquement basée donc sur l'homme actuellement. Mais pas sur les signaux, comme à la SNCF. Pas sur des signaux. Les signaux sont à commande libre, c'est-à-dire que l'agent peut l'ouvrir à sa merci. Alors qu'avec la commande centralisée de voie unique, nous aurons des enclenchements électriques et par informatique qui éviteront, par exemple, le nez à nez. On ne pourra plus faire de nez à nez puisque nos enclenchements empêcheront du moins d'ouvrir un signal de chaque côté. C'est-à-dire que quand une section est occupée, qu'il y a un train dessus, elle est verrouillée électriquement et on ne peut pas y faire pénétrer un autre train. C'est exactement, les signaux sont fermés, sont au rouge, tant que cette zone est occupée. L'agent de circulation de Bastia pourra également suivre en temps réel, à l'aide de son écran, où se situent les trains. Et également mettre en évitement des trains, pour pouvoir par exemple se croiser, puisqu'on ne circule qu'en voie unique en Corse, il pourra commander 3 évitements entre Bastia et Casamotz. C'est-à-dire que vous allez augmenter le débit de la ligne. On va augmenter le débit de la ligne, puisque la ligne de Bastia à Casamotz est la ligne la plus fréquentée actuellement, puisque il y a une densité de population entre Bastia et Casamotz, qui est certainement une ligne des plus denses de Corse. Mais ce que vous faites là, sur une petite portion, j'imagine, vous allez l'étendre à l'ensemble du réseau. Alors actuellement, nous allons, en novembre prochain, mettre cette commande centralisée de voie unique entre Bastia et Casamotz. Elle est prévue à moyen terme, même à court terme, d'être étendue entre Casamotz et Calvi, et à moyen terme, donc sur tout le réseau, entre Ponteleccia et Ajaccio. Enfin,
on rentre dans le 21e siècle. Ça veut dire beaucoup de choses. On rentre dans le 21e siècle, c'est actuel. Enfin, ça illustre aussi tout ce que ce retard, ce rattrapage, quelque part cette accélération de pas qui nous fait effectivement rentrer dans un standard de modernité, de service au client qui n'a jamais été le cas et qui a longtemps été oublié. Derrière la vitrine qui est le nouvel autorail, il y a aussi l'ensemble de la modernisation qui a été faite par la région Corse, la collectivité territoriale de Corse. C'était vraiment un acte de modernisation complet du chemin de fer. On aurait pu faire un peu de vitrine. Ce qui est fait, c'est vraiment la rénovation de la voie, la sécurisation du réseau, l'installation d'un système de gestion de circulation qui permet plus de sécurité et plus de gestion, des nouveaux ateliers pour entretenir le matériel, et enfin, je dirais, mais quelque part dans un grand ensemble, ce nouveau train. Depuis un an, cette rame d'essai donc fait sans arrêt des allers-retours entre Ajaccio et puis la montagne. Pourquoi? Parce qu'il faut tester, déboguer le matériel. C'est du matériel entièrement nouveau, vous l'avez bien compris. Alors une rame d'essai, ça ressemble à ce que vous avez connu dans le TGV au moment du record du monde. D'abord, c'est truffé de capteurs et de câbles. Une petite aperçu, vous voyez, il y en a partout. Et puis là, vous avez les baies de mesure dans lesquelles sont enregistrés la plupart des paramètres de la rame, c'est-à-dire le bogie, sa stabilité, sa déformation avec le bouchissement de la voie, ce qui est le problème le plus important ici, parce que la voie se déforme gauche sur 10 mm, ce qui est énorme, et donc fatigue énormément le bogie et la caisse. Ensuite, vous avez, venez voir, après les baies de mesure, regardez, vous avez, je vous ai dit, des passagers. Et ces passagers, eh bien, sont statiques. Oh, ils ne sont pas embêtants, ils ne causent pas. Vous voyez? Ce sont des bidons. Il y en a près de 100. Dans chaque bidon, il y a 75 litres d'eau, ce qui représente à peu près, disons, le poids d'un passager. Le tout étant bien entendu d'étudier les performances, et vous entendez là les moteurs, les performances de la rame en traction, mais également sa stabilité, parce qu'à partir du moment où vous mettez des passagers, vous changez la répartition des masses, donc les périodes d'oscillation de la caisse. Et Dieu sait si cette voie est très sinueuse. Un dernier détail, vous remarquez tout de suite par rapport aux anciennes rames, c'est tout de même le confort, le design, des grandes baies, presque une vue panoramique, et puis une très forte motorisation. Il y a 2 fois 600 chevaux. Ce sont 2 éléments, vous l'avez vu, accouplés, et les 2 éléments sont 2 motrices, avec chacune un bogie moteur. Et sous la caisse, il y a des moteurs de 600 chevaux. Donc au total, il y a 1200 chevaux, ce qui permet de très étonnante accélération et de gravir, allez, avec beaucoup d'aisance, dirions-nous, des rampes qui sont à près de 30-35 pour 1000.
S'il n'y avait pas le train, la petite ville de Durango, au pied des Rocheuses, dans le massif de San Juan, aurait sombré dans l'oubli. Mais il y a le train, peut-être le plus beau de tous les chemins de fer touristiques au monde. C'est une ancienne ligne qui desservait la mine d'argent de Silverstone, à 2800 mètres d'altitude, d'où le nom de Durango-Silverstone. Mais en 1968, la D1RG a cessé son activité. En France, on aurait tiré un trait. Pas aux États-Unis. Là, une poignée de passionnés et surtout de banquiers ont investi pour sauver ce chemin de fer et en faire un réseau rentable. Ils ont racheté la ligne, les gares et le matériel. Côté matériel, pas moins de 441 voies métriques. Mais nous sommes aux États-Unis et là, les locomotives, même en voie métrique, sont des monstres impressionnants. Par exemple, les roues sont à l'intérieur du châssis et le mécanisme à l'extérieur. Ici, tout a été remis en état, comme aux plus belles années. On se croirait revenu dans les années 30, à l'âge d'or de la vapeur. Tout y est. La gare, le dépôt et le pont tournant. À l'avant, un chasse-neige. Car si l'été, il fait plus de 40 degrés dans le Colorado, l'hiver, il y a plus de 2 mètres de neige et le service est interrompu. Ici, l'amateur de vapeur est comblé. C'est « Il était une fois dans l'Ouest ». Au petit matin, mise en tête, pas moins de 4 trains vont partir à l'assaut de la montagne. Dans la ville, tout est à l'ambiance chemin de fer. Les wagons ont été restaurés et remis dans le style de l'époque. Regardez bien, à l'avant de la locomotive, 2 énormes pompes à air et la petite porte de la boîte à fumée. Il y a la couleur, l'odeur de fumée et d'huile chaude, et le bruit. Et c'est parti pour 3h30 d'escalade dans les Rocheuses, pour parcourir les 72 km qui séparent Durango de Silverstone. 850 mètres de dénivelé, avec des rampes de 25 pour 1000, à travers une vallée. Et là, les vaillantes 141 s'en donnent à coups d'échappement. Le paysage est à couper le souffle. La voie longe un précipice vertigineux. 100 mètres plus bas, la rivière Animas. On se croirait dans les dernières scènes du film Johnny Guitar. Peu à peu, le canyon s'élargit. Et c'est l'arrivée à Silverstone, au milieu de la ville, dans la pure tradition du Far West. 10 tonnes de charbon et 2 tonnerres d'eau ont été nécessaires. Silverstone ne vit que du train et par son train. Et c'est reparti pour la descente, mais régulateur coupé. Le train Corail 5957, le Cévenol, à destination de Marseille et à Clermont-Ferrand. Du mois de juin au mois de septembre 1979, la SNCF a tenté une expérience intéressante. Offrir aux usagers des chemins de fer une nouvelle façon de voyager. Cette expérience s'appelle le Cévenol. Attention à la fermeture automatique des portières. Bonjour, vous êtes dans le train Cévenol. Train Cévenol qui part en vacances jusqu'au 14 septembre avec une voiture détente, la voiture numéro 23 au milieu du Cévenol. Et actuellement, vous pouvez participer à des jeux, vous pourrez gagner de nombreux cadeaux offerts par la SNCF. Alors n'oubliez pas le rendez-vous que Christian Richard vous donne dans la voiture numéro 23 pour participer au jeu. D'autre part, je vous rappelle qu'entre Clermont-Ferrand et Nîmes, il y aura des commentaires touristiques afin de découvrir ou de redécouvrir l'Auvergne et les Cévennes. Bon voyage à bord du train Cévenol. Alors pour ce jeu, on va faire le jeu des métiers. Je vais donner le nom d'une personnalité.
Et à vous de trouver le métier de cette personnalité qu'elle exerçait avant de devenir célèbre. Alors, Yul Brynner, avant de faire du cinéma et de chanter, que faisait Yul Brynner? Voilà, le jeu des métiers. Alors, je crois qu'il faut donner des métiers au hasard. Pardon? Journaliste? Voilà un métier, journaliste. Il n'était pas journaliste. Madame, au hasard un métier. Plombier. Plombier? Non, il n'était pas plombier. Vous avez une petite idée? Coiffeur, alors. Coiffeur? Ah, non, bien sûr. Non, il n'était pas coiffeur. Monsieur? Charcutier? Charcutier? Non. Clown? Non, il n'était pas clown. Ah. On tourne autour, là. On tourne autour. C'est facile maintenant, vous avez presque trouvé. Pardon? Chanteur? Non, je vous ai dit qu'il n'était pas chanteur. Trapéziste! Grâce à l'animation, au bar et aux nombreux jeux, le comportement traditionnel du voyageur est complètement transformé. Il se traduit par une utilisation intensive des possibilités offertes, d'où une très grande mobilité et une participation active à la vie. Le voyageur ne considère plus son voisin comme un inconnu, mais comme un ami potentiel avec lequel il est possible et même souhaitable de lier connaissance. À la gare de Clermont-Ferrand, tout est fait pour accueillir le voyageur du Cévenol. Un chanteur, une exposition de poupées folkloriques et un stand donnant tous les renseignements souhaitables. Le Cévenol existait et le train de Paris-Clermont qui donnait correspondance au Cévenol anciennement assuré par Autorail existait également. Donc nous avons en quelque sorte fusionné le train Paris-Clermont avec le train Clermont-Marseille, tout en offrant un meilleur confort sur l'ensemble du parcours et en assurant une relation directe puisque le nouveau Cévenol comporte des voitures directes Paris-Marseille. Oui, vraiment, le Cévenol est un train sympa. Au départ de Clermont-Ferrand, le Cévenol traverse le plateau de Gergovie où, en 52 de notre ère, Jules César essuya sa première défaite devant nos ancêtres les Gaulois. Et puis, les châteaux, les villages, les vallées se succèdent, faisant découvrir à ceux qui l'ignoraient que l'Auvergne et les Cévennes renferment un tas de trésors, donnant envie aux voyageurs d'y revenir un jour et d'y séjourner. Bien entendu, toutes les voitures ne sont pas sonorisées et animées. Certains voyageurs désirant se reposer, lire à leur guise ou simplement regarder les paysages. Nous venons de quitter Langeac, maintenant le Cévenol va emprunter les gorges de l'Allier avec de charmants petits villages tels que Chanteuge, tels que Prat-Saint-Julien, Saint-Julien-des-Chazes, Monistrol d'Allier, le viaduc de Chapeauroux et ainsi de suite jusqu'à Langogne. Vous découvrirez de part et d'autre du Cévenol ces gorges de l'Allier dans quelques instants car auparavant nous allons découvrir ce village de Chanteuge qui se trouve à 529 mètres d'altitude et il y a le siège d'une antique abbaye et qui possède des vestiges très intéressants du passé. Saint-Julien-des-Chazes, qui est un charmant petit village très pittoresque à l'entrée des gorges de l'Allier. Et près de Saint-Julien-des-Chazes, vous verrez une petite chapelle qui a été restaurée, très ancienne, elle est d'origine du XIe siècle. Et lors des offices, les chants liturgiques étaient entendus de part et d'autre des gorges de l'Allier. Regardez comme c'est absolument encaissé, ces roches volcaniques, l'Allier. C'est magnifique. Et entre Clermont-Ferrand et Nîmes, il y a 103 tunnels.
Et ces 103 tunnels mis bout à bout représentent 35 kilomètres. Nous allons découvrir dans quelques instants, après ce tunnel, le viaduc de Chapeauroux. Vous commencez à l'apercevoir sur votre gauche dans le sens du Cévenol. Il est haut de 17 mètres, long de 488 mètres. Et en vous penchant un petit peu, vous voyez les deux locomotives diesel qui tirent les 7 voitures du Cévenol. Ces deux locomotives représentent 4400 chevaux. La Bastide Saint-Laurent est le point culminant de la ligne à 1022 mètres. C'est là que le Cévenol, qui circule sur une voie unique, croise le Cévenol montant de Marseille vers Paris. Ils ont juste le temps de se saluer et le voyage reprend vers la Provence ensoleillée. C'est bientôt l'arrivée à Alès, où un groupe folklorique de tambourinaires attend les voyageurs. L'idée du Cévenol est née dans notre division des études, qui s'était aperçu que beaucoup de gens connaissaient les avantages du train, mais renonçaient à y venir parce qu'il ne s'y passait rien. Alors, nous avons décidé de chercher à ce qu'il se passe quelque chose. Au départ d'Alès, le paysage se transforme. Les montagnes deviennent collines, la Provence montre son nez et Marseille est au bout du chemin. Nous avons déjà des premiers résultats puisqu'on a profité de cette expérience pour effectuer une enquête auprès des voyageurs. Et les premiers résultats recueillis en juillet montrent globalement une très bonne satisfaction de l'ensemble de la clientèle du train avec un indice qui monte à 85% de satisfaction, ce qui est supérieur à d'autres trains rapides express de la SNCF. Durant les 3 mois d'expérience, il s'est sans conteste passé quelque chose. La SNCF a constaté une augmentation de plus de 20% du trafic et en outre, ce qui est très important, c'est le résultat des différentes analyses qui toutes prouvent un profond changement dans l'image du voyage en train. Expérience donc positive et enrichissante qui sera sans doute renouvelée. C'est pas facile, mais c'est passionnant parce que c'est un chemin de fer un peu hors du commun, qui a l'image de l'île, déchiré, difficile, d'une beauté violente, avec des hommes et des femmes passionnés. Et je pense qu'il faut cette dose de passion, cette dose d'amour du train hors du commun. Cet amour du train l'a sauvé plusieurs fois d'une mort et on le ressuscite quelque part. Et voir ce train qui rend hommage à la beauté de l'île, c'est quand même assez extraordinaire. C'est difficile, mais c'est passionnant.
Vous parlez d'un renouveau. Est-ce qu'on est à une étape actuellement d'un renouveau, d'un regain d'intérêt? Je veux dire, allez, vous l'avez sauvé de la mort, ce chemin de fer. Oui, enfin, pour être précis, la région Corse et l'ensemble des Corses qui l'ont sauvé plusieurs fois de la mort. Et aujourd'hui, au-delà de l'intérêt du train qui est manifeste partout en France, on a aujourd'hui quasiment un acte qui est plus qu'historique. Pour moi, il y a eu deux moments historiques dans la vie du chemin de fer de la Corse. La construction et aujourd'hui, qui est la reconstruction. On va par exemple renouveler les 3/4 du réseau, des nouveaux engins, une vraie fièvre de croissance anime ce chemin de fer et c'est un moment véritablement historique. Comment vous voyez-vous l'avenir? Est-ce que ce chemin de fer va participer vraiment au développement économique de l'île par rapport aux routiers, ou est-ce qu'il va rester et devenir peut-être, et c'est pas péjoratif, mais vraiment qu'un petit train touristique? C'est très simple, on va prendre même le dernier mois écoulé, aujourd'hui, sur le transport public direct, c'est-à-dire le transport par exemple de la banlieue de Bastia, le périurbain de Bastia-Casamoz, croît beaucoup plus vite que le reste du trafic, donc beaucoup plus vite que la moyenne touristique. C'est indéniablement dans les actes de construction et de foi du chemin de fer de la Corse, il va dans les mois, années qui viennent conquérir ces lettres de noblesse de transport public. Donc évidemment, le chemin de fer, comme toute l'île, vit à son rythme, c'est-à-dire qu'on a 60% de notre activité l'été. Mais je dirais l'irrigation de la vie corse, ce pourquoi il a été construit, n'oublions pas qu'il a été construit au plein cœur des montagnes, au plein cœur des villages. Il ne dessert pas les destinations touristiques. Et il va redevenir ce qu'il a été. Et aujourd'hui, le besoin de transport insulaire des Corses est presque notre obsession parce qu'il n'est pas du tout la réduction à un train touristique. Le nouveau matériel, c'est vraiment une révolution qui se passe. C'est vraiment avec le nouveau matériel que nous avons essayé, nous, on a l'impression que une page est en train de se tourner, on entre dans le 21e siècle. C'est-à-dire qu'enfin, vous avez pu être des bricoleurs, c'est dit gentiment, mais vous allez être vraiment des cheminots à part entière. Michel, je crois que vous faites plaisir quand vous dites ça parce que vous révélez une vérité, de dire enfin, on rentre dans le 21e siècle. Ça veut dire beaucoup de choses. On rentre dans le 21e siècle, c'est actuel. Enfin, ça illustre aussi tout ce que ce retard, ce rattrapage, quelque part cette accélération de pas qui nous fait effectivement rentrer dans un standard de modernité, de service aux clients qui n'a jamais été le cas et qui a longtemps été oublié. Derrière la vitrine qui est le nouvel autorail, il y a aussi l'ensemble de la modernisation qui a été faite par la région Corse, la collectivité territoriale de Corse. C'était vraiment un acte de modernisation complet du chemin de fer. On aurait pu faire un peu de vitrine. Ce qui est fait, c'est vraiment la rénovation de la voie, la sécurisation du réseau, l'installation d'un système de gestion de circulation qui permet plus de sécurité, plus de gestion, des nouveaux ateliers pour entretenir le matériel et enfin, je dirais, mais quelque part dans un grand ensemble, ce nouveau train. Et derrière tout ce programme, il faut vraiment voir ce renouveau total, cette nouvelle page comme vous l'avez évoqué. Et j'aimerais aussi qu'on puisse y voir le défi qui est lancé aux hommes du chemin de fer de la Corse, aux hommes et aux femmes, c'est-à-dire ce défi de compétences, de services. Il y a la technique, il y a des choses qu'on n'a jamais vues au hasard. Un système central informatisé, c'est de nouvelles compétences. Une climatisation sur un train, ce sont de nouvelles compétences. Et aussi servir les clients dans un autre acte de service public et commercial pour l'été, c'est tout ce défi qui nous est lancé et que j'ai l'honneur, avec tous les cheminots corses, de vouloir relever.